Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur les variations des différentes énergies du mouvement, énergie cinétique, énergie potentielle de position, lors d'un mouvement sans frottement. Alors si ce n'est déjà fait, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur l'énergie cinétique et celle sur l'énergie potentielle de position pour bien comprendre les notions utilisées dans cette vidéo. Avant de continuer, je tiens à préciser qu'un mouvement sans frottement est quelque chose de très très rare sur Terre. Dans toutes les situations que vous voyez à l'écran ici, il y a des frottements. Le skieur frotte sur l'air, le baigneur et la peau du baigneur frottent sur le plastique du toboggan. Le parachutiste et le sauteur à l'élastique, de même, vont frotter sur l'air. Les roues des wagons vont frotter sur les rails. Donc il y a des frottements. Mais en physique, parfois, pour simplifier l'étude d'un problème, on va négliger ces frottements. Et quand le système est bien fait, les frottements sont quelque chose d'assez faible. Donc en les négligeant, on ne commet pas une grosse erreur. Et ça simplifie énormément l'étude du problème. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Et enfin, chacun des mouvements que vous voyez ici est un mouvement où il n'y a pas de moteur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a, pendant le mouvement, aucun apport d'énergie. C'est donc le type de mouvement que nous allons étudier ici. Pour étudier les variations des différentes énergies, cinétiques, potentielles, thermiques, pendant un mouvement, et essayer de mettre en évidence certaines règles, nous allons prendre pour exemple le mouvement d'un skater sur une rampe. Pour simplifier notre étude, on va imposer qu'il n'y ait pas de frottement, c'est-à-dire que les roues du skate vont se déplacer sur la rampe sans frottement. Sur le côté gauche de l'écran, nous avons un graphique dont l'axe vertical représente les énergies, et ce graphique va nous permettre de visualiser les variations des différentes énergies qui sont listées en bas. En vert, on aura l'énergie cinétique liée à la vitesse, en bleu, l'énergie potentielle liée à l'altitude, en rouge, l'énergie calorifique ou thermique, qui en fait sera liée au frottement. Dans notre cas, il n'y a pas de frottement, donc cette énergie sera toujours nulle. Et en jaune, l'énergie totale. Comme son nom l'indique, l'énergie totale est la somme des trois autres. C plus EP plus E frottement. Comme nous, il n'y a pas de frottement, l'énergie totale, ce sera tout simplement l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors pour l'instant, comme l'animation n'est pas déclenchée, l'énergie totale du skater, c'est son énergie potentielle. On voit que si on monte le skater, son énergie potentielle augmente. C'est normal, l'altitude augmente. Si on le descend, son énergie potentielle diminue. Et si on le met au sol, son énergie potentielle est nulle. C'est normal, il n'a plus d'altitude. Et ça nous montre que la référence pour calculer l'énergie potentielle, c'est bien le sol. Quand on place le skater en haut de la rampe, on lui donne donc de l'énergie potentielle. On peut considérer cette énergie potentielle comme l'énergie qu'il a fallu qu'il dépense pour monter au sommet de la rampe. Et ceci va constituer son énergie totale de départ, sa réserve d'énergie pour la suite de son mouvement. Donc maintenant, lançons le mouvement et observons ce qui se passe. Donc, première remarque, on observe que les énergies, cinétiques et potentielles, varient. Leur valeur change. Elles varient en plus en sens inverse l'une de l'autre. Quand l'une augmente, l'autre diminue. Quand l'une est à son maximum, l'autre est à son minimum. On observe quand l'énergie potentielle est au maximum, c'est-à-dire que le skater est en haut de sa trajectoire, l'énergie cinétique est au minimum. Normal, il a plus de vitesse. Et quand l'énergie potentielle est au minimum, en bas de la trajectoire, il est au plus bas, il est quasiment au niveau du sol, donc énergie potentielle nulle, l'énergie cinétique à ce moment-là est au maximum. C'est normal, c'est là où il a le plus de vitesse. Donc deuxième remarque, c'est que l'énergie totale ne varie pas. La valeur de l'énergie totale reste constante tout au long du mouvement. Alors c'est normal parce que nous lui avons donné de l'énergie au départ, au skater, et ensuite il n'a ni moteur pour lui apporter de l'énergie, et il n'a pas de frein pour perdre de l'énergie. Donc pendant tout son mouvement, c'est normal, son énergie totale reste constante.
Mais le fait que cette énergie totale soit constante, ça va nous permettre de mieux comprendre les variations de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Effectivement, comme l'énergie totale, c'est la somme des deux. C'est énergie potentielle plus énergie cinétique. Si l'énergie cinétique diminue d'une certaine quantité, alors obligatoirement, l'énergie potentielle va augmenter de la même quantité. Et le raisonnement inverse est tout aussi valable. Si on regarde, donc là il est au sommet de sa trajectoire, quand il va descendre, l'énergie potentielle diminue, et l'énergie cinétique dans le même temps va augmenter de la même quantité que l'énergie potentielle a diminué, et cela pour que l'énergie totale, pour maintenir l'énergie totale constante, puisque c'est ce qu'on a observé. Donc dans tout le mouvement, c'est ce qui se passe. Là, il est descendu à peu près de la moitié. On voit que l'énergie cinétique a augmenté, elle aussi, de moitié. On va pouvoir comprendre cela comme une conversion d'énergie, d'une forme à une autre. C'est-à-dire quand le skater descend, il convertit son énergie potentielle en énergie cinétique. Arrivé en bas, il n'a plus d'énergie potentielle, il a beaucoup d'énergie cinétique. Il va convertir son énergie cinétique en énergie potentielle. Et quand il a converti toute son énergie cinétique, il n'a plus de vitesse, il n'y a plus que de l'énergie potentielle, eh bien il va repartir. Et le mouvement continue comme ça, à l'infini, puisque comme il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de perte d'énergie, donc la conversion va se poursuivre comme ça, indéfiniment. Donc ce que nous venons de mettre en évidence, ici, c'est que pendant un mouvement sans frottement, l'énergie totale se conserve, et que les énergies cinétiques et potentielles se convertissent l'une dans l'autre. Revenons sur ce qui vient d'être dit pour en retenir l'essentiel. Tout d'abord, la somme de l'énergie cinétique, EC, et de l'énergie potentielle, EP, est appelée énergie mécanique. On notera en abrégé EM. Effectivement, dans l'animation que nous avons vue, il n'a pas été question d'énergie mécanique, on parlait d'énergie totale, qui représentait la somme de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle et de l'énergie thermique. Comme nous avons pris un exemple où il n'y avait pas de frottement, effectivement, l'énergie totale se résumait à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Mais il faut savoir qu'en physique, la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle porte un nom bien particulier, on l'appelle l'énergie mécanique. Voilà, ça c'était pour faire le point sur une définition. Donc d'un point de vue mathématique, l'énergie mécanique, EM, est égale à l'énergie cinétique, EC, plus l'énergie potentielle de position, EP. Nous avons vu dans l'animation que lors du mouvement sans frottement, nous avions des conversions d'énergie. C'est-à-dire que, plus précisément dans ce mouvement, nous avions l'énergie potentielle qui se convertissait en énergie cinétique, ou inversement, l'énergie cinétique qui se convertissait en énergie potentielle. C'est-à-dire qu'un mouvement, c'est une conversion d'énergie, ou des conversions d'énergie. Nous avons vu aussi que lors d'un mouvement sans frottement, l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire que sa valeur ne varie pas. Je rappelle, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, et cette somme ne varie pas pendant un mouvement sans frottement. Ça, c'est une chose essentielle à retenir de ce que nous avons vu. Pour compléter et préciser ces notions de conversion et de conservation, nous allons prendre l'exemple de la chute libre. Ce qu'on appelle la chute libre, c'est donc la chute d'un objet est libre parce qu'elle est sans frottement. Donc c'était un autre exemple de mouvement sans frottement. On va prendre la chute libre d'une balle qui va chuter vers le sol. Et donc cette balle est en altitude. Comme elle est en altitude et pour l'instant immobile, son énergie mécanique est égale à son énergie potentielle. Ce qu'on a dit, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Comme il n'y a pas d'énergie cinétique puisque pour l'instant la balle est immobile, l'énergie mécanique est égale à son énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle est au maximum, l'énergie cinétique est nulle. Ça c'est le point de départ. On lâche la balle va descendre, va commencer à descendre. En descendant, donc elle perd de l'altitude, donc elle va perdre une partie de son énergie potentielle, qui est liée à l'altitude, je rappelle, mais cette perte d'énergie potentielle va être convertie
en énergie cinétique. C'est-à-dire qu'effectivement, en perdant de l'altitude, elle a gagné de la vitesse. Donc c'est pour ça qu'on parle de conversion d'énergie pendant le mouvement. La balle continue de descendre, elle a perdu encore plus d'altitude, donc son énergie potentielle a encore plus diminué, mais elle a encore gagné en vitesse et l'énergie cinétique a encore augmenté. De même sur l'étape d'après, l'énergie potentielle devient de plus en plus petite puisque l'altitude devient de plus en plus faible, mais l'énergie cinétique devient de plus en plus grande parce que la balle accélère. Donc pendant toute cette phase, l'énergie potentielle diminue et l'énergie cinétique augmente. On a donc la conversion de l'énergie potentielle en énergie cinétique. Il faut préciser que pendant le même temps, l'énergie mécanique, qui est la somme des deux, vous voyez, ne change pas. C'est-à-dire que la taille du rectangle est toujours la même. C'est-à-dire qu'il y a toujours autant d'énergie mécanique. C'est le deuxième point qu'on avait abordé ici, c'est la conservation de l'énergie mécanique. Le total est toujours le même. C'est juste la répartition qui change. Et pour terminer, au moment où la balle va entrer en contact avec le sol, elle n'a donc plus d'énergie potentielle elle va toucher le sol, son altitude devient nulle. En revanche, c'est là qu'elle a la vitesse maximum. Donc toute l'énergie potentielle s'est convertie en énergie cinétique. L'énergie potentielle devient nulle, l'énergie cinétique est maximale. Donc bien se rappeler, conversion des énergies pendant le mouvement, mais avec toujours une conservation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire de la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Dans ce mouvement, on s'est arrêté au moment où la balle touche le sol, on aurait pu continuer avec le rebond, puisqu'avec le rebond, à ce moment-là, elle va reprendre de l'altitude, donc l'énergie potentielle va réaugmenter, mais en remontant, elle va perdre de la vitesse. C'est-à-dire que ça serait exactement ce schéma, mais lu à l'envers. Mais dans la réalité, elle ne remonterait pas exactement à la même hauteur, puisqu'il y aurait eu un peu de frottement au moment du choc et en cours de route. Et ça, ce sera le sujet de la deuxième vidéo sur les énergies du mouvement, cette fois-ci avec frottement. Donc tout ce que nous venons de dire dans cette vidéo est valable pour tous les mouvements sans frottement et sans apport d'énergie pendant le mouvement. Là, voilà, vous avez toutes les notions essentielles sur ces énergies du mouvement sans frottement.